Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous en avez bien profité. Alors pour ce calcul du jour, je corrige directement. Donc on a besoin de faire le tableau de signes comme, comme ce qu'on a fait la semaine dernière. Alors notre tableau de signes doit avoir pas mal de lignes. Donc le x on le prend entre moins l'infini et plus l'infini. Notre 3x plus 2 donc qui s'annule en moins 2 tiers. Et donc pour le signe ce sera moins plus puisque le petit a est égal à 3 qui est positif. Ensuite 2x moins 4 ça s'annule pour x égale à 2. Et là aussi on a moins et ensuite plus puisqu'on a un petit a positif. Et enfin pour moins 3x plus 9 ça s'annule en 3. Mais là par contre pour le signe on fera plus moins puisqu'on a un petit a égal à moins 3 donc négatif. Et maintenant pour le signe donc, de notre quotient, donc 3x plus 2 sur 2x moins 4 fois moins 3x plus 9. Donc on combine tout ça, mais attention puisqu'on a un quotient, donc on va avoir des valeurs interdites. Alors la seule valeur pour laquelle ça s'annule, c'est quand on a une annulation pour 3x plus 2, donc ce sera en moins 2 tiers, puisque ça c'est au numérateur. Donc ça devient 1, 0 pour la fraction. Par contre, là où le dénominateur s'annule, on va avoir des valeurs interdites. Donc ça va nous donner une valeur interdite en 2 et une valeur interdite aussi en 3. Et ensuite, règle classique pour les signes, donc moins, moins et plus, on a deux moins qui vont se transformer en plus. Donc avec le plus ici, au final, ce sera positif. Ensuite, plus, moins, plus, on a un nombre impair de moins, donc ce sera négatif au final. Plus, 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 ce sera positif. Et plus et moins, ça donnera quelque chose de négatif. Donc notre inéquation s'intéressait aux valeurs de x pour lesquelles notre fraction était négative ou nulle. Donc on voit sur le tableau de signes que ça va être nul entre moins 2 tiers et 2. Alors moins 2 tiers inclus puisque on veut bien que ce soit égal à 0. Par contre le 2 on l'exclut puisque de toute façon la fonction n'est, enfin la fraction là n'est pas définie en 2. Union, donc 3 plus l'infini, même chose, on exclut le 3 puisque notre fraction n'est pas définie. Hop. Voilà pour cette inéquation. Bon, petite vérification graphique. Alors, 3x plus. Voilà notre donc notre fraction là. Alors ça s'annule a priori donc vers moins 0,6666, donc ça doit être notre moins 2 tiers ici. Donc elle est bien négative entre moins 2 tiers et 2. Ensuite par contre entre 2 et 3 on voit qu'on a un morceau ici qui est positif, donc ça fait pas partie des solutions. Et ensuite sur l'intervalle 3 plus l'infini, a priori on a bien une des valeurs négatives. Alors donc c'est le moment pour vos questions, donc que ce soit sur le calcul du jour si besoin, ou sur le devoir maison. Je vais l'afficher. Alors 5 et 6 de l'exercice 1.
question 5 et 6 de l'exercice 1, vous faites, donc pour la fonction f, vous faites un tableau de variation et un tableau de signes de manière graphique. Donc vous n'avez pas besoin de le justifier, vous faites juste une lecture graphique. Donc tableau de variation, vous regardez où est-ce que c'est décroissant, où est-ce que c'est croissant, et tableau de signes, vous regardez où est-ce que c'est positif, où est-ce que c'est négatif. Alors vous faites de l'à peu près. Hein, là, ici, bon, si vous mettez que c'est moins de... Enfin, on n'a pas, ça doit pas être moins 2,5, mais bon, vous mettez environ... vous lisez à peu près. Euh, mais ouais, pour les questions 5 et 6, hein, je ne demande pas de justification, vous pouvez mettre directement ce qu'il faut. Et pour la 8 et la 9 de l'exercice 2, alors la 8, j'en ai déjà parlé la dernière fois, donc euh, si tu as besoin, Jean, t'iras regarder la vidéo et tu verras que j'ai déjà expliqué cette question 8. Et pour l'exercice 9, pour la question 9, bah, à partir de ce tableau de variation, je vous indique que la fonction s'annule pour 4,6. Eh ben, vous pouvez en déduire le tableau de signes. En regardant le tableau de variation, vous pouvez déduire où est-ce que la fonction va plutôt être positive et où est-ce qu'elle va être plutôt négative. Vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre. Pour les exercices de SMT, donc pour Tansia, à l'origine je voulais mettre une note, mais comme apparemment de toute façon il va falloir que j'enlève toutes les notes que je vous ai mises, faut pas qu'elles apparaissent sur le, enfin elles seront pas prises en compte de toute façon sur votre bulletin. Donc a priori je mettrai pas de note, mais en tout cas je mettrai une appréciation sur le bulletin qui sera a priori plutôt bienveillante si vous avez fait le travail sérieusement, mais évidemment, si vous n'avez pas rendu le travail, je mettrai sur votre bulletin que vous n'avez pas rendu le travail. Alors, Lucas, pour l'exercice 3, est-ce qu'il faut faire un tableau Oui, pour l'exercice 3, vous avez des inéquations alors avec des produits, des quotients. Donc oui, il faut absolument faire le tableau de signes à chaque fois pour pouvoir justifier la résolution. Euh, alors attention, comment on fait pour démontrer dans l'exercice 4 les questions 2 et 3? Eh ben, il va falloir... alors le grand A, c'est ce qui vous donne l'air. Donc montrer que quand on prend un x égale à 4, bah, pour l'air, on obtient 4 racines de 45 sur 4. Et ensuite, bah, pour la question 3, il faudra montrer la formule qui marche pour tous les x. Donc faites bien vos, complétez la figure si vous voulez pour bien voir qu'est-ce qu'on a comme mesure, mais sachant que euh, vous avez vous avez quand même un triangle, donc vous devez savoir comment on calcule l'air. Enfin, il y a une formule à appliquer. Donc ça devrait, en l'appliquant, vous devriez tomber sur ces valeurs-là. Alors pour la question 2, c'est un cas particulier. Donc il faut prendre x égale à 4 et puis vous faites... donc vous avez un triangle isocèle ici avec donc AB égale à 7, AC égale à 7. Et donc si vous prenez x égale à 4, vous avez BC égale à 4. Bon, bah, vous êtes censé être capable de montrer que l'air ce sera 4 racines de 45 sur 4. Et ensuite, bah, pour la question 3, c'est plutôt le cas général où on va prendre un x ici et donc forcément l'air dépendra de cette valeur de x et vous pouvez montrer cette formule-là en appliquant finalement le même raisonnement que pour le cas où vous avez pris x égale à 4. Juste vous prenez un x quelconque, mais ça reste a priori le même principe. Alors juste attention, pour la question 2, on n'a pas encore la formule pour a de x. Donc pour la question 2, il ne suffit pas de remplacer le x par 4 dans cette formule-là. Ça ne marchera pas. Si vous n'avez pas démontré cette formule pour la question 2, vous ne pouvez pas l'utiliser euh, dès la question 2. Donc attention, hein, pour la question 2, c'est juste vous prenez x égale à 4 et vous faites... Alors qu'est-ce que tu n'as pas compris, Tancien? Ce que je viens de dire là pour le... qu'on n'a pas le droit d'utiliser la question 3 dans la question 2? Eh bien, parce qu'elle n'est pas encore démontrée, cette formule.
Justement, la question 2, c'est pour vous permettre de faire la question 3 plus facilement, pour voir, c'est un cas particulier avant de passer au cas général, pour que vous ayez une idée de la méthode à employer là pour faire cette démonstration. Mais donc, vous n'avez pas le droit d'utiliser cette formule dans la question 2, étant donné que c'est la formule de la question 3. Elle n'est pas encore, elle est pas encore utilisable hein, pour la question 2. Vous pouvez l'utiliser après pour les questions 4, 5, 6 et 7. Mais attention, hein, pas pour la question 2. C'est bon pour les questions sur le devoir maison? Bon, je pense que vous les auriez posées si vous en aviez d'autres. Alors, on va passer à la suite. Donc, on change de thème à partir d'aujourd'hui. Donc, on sera au thème 5. Donc, thème 5, comment se repérer en mer. Alors, aujourd'hui, donc l'activité 1 qu'on fera aujourd'hui, c'est surtout moi qui vais la faire, mais vous n'hésitez pas à poser des questions euh, au fur et à mesure si jamais je vais trop vite. Alors je vous rappelle que je vous ai demandé d'imprimer le cours 9 euh, pour, puisqu'on aura besoin de compléter certaines choses. Donc si vous ne l'avez pas encore fait pour aujourd'hui, pensez-y pour la prochaine fois, puisqu'on va parler donc d'une nouvelle notion. Donc ce sera les vecteurs. Alors, donc pour ça, pour voir un petit peu l'utilité des vecteurs, on va essayer de voir comment on peut faire pour se repérer en mer. Alors évidemment sans GPS, sans tout ça, mais plutôt avec la vue et avec une carte. Euh, alors, pour commencer, donc, je voulais vous faire, évidemment, donc la feuille de route là, je l'ai faite en pensant qu'on serait en classe et que vous pourriez faire des choses à la main, mais bon, tant pis. Donc, j'avais une enquête à vous faire réaliser. Donc, la première question, c'était à quoi correspondent le nœud et le mille marin, puisqu'on va en avoir besoin après pour les activités. Euh, donc, bon, je vous donne la réponse, hein. Donc, le mille marin, c'est une unité de distance. Alors, cette unité de distance, mince. Donc, qui est égal par convention à 1852 mètres. Alors, cette dimension, elle est pas prise au hasard. Ce 1852 mètres, on l'obtient en fait en divisant le tour de la Terre par un certain nombre, puisque donc si vous considérez une coupe de la Terre comme ça, donc avec l'équateur ici, donc pôle nord ici, pôle sud ici, donc vous coupez par un méridien, et donc la, euh, le tour de la Terre, donc c'est découpé, donc pour lire la latitude, la longitude, etc., c'est découpé en degrés. Donc tout autour, là, vous pouvez découper par 360 degrés. Et si vous considérez 1 degré ensuite, euh, et ben 1 degré va ensuite être, enfin là on ne le voit pas bien parce que c'est directement. Attendez, je regarde s'il n'y en a pas un qui sera mieux. Non, il n'y en aura pas d'autre. Donc quand vous avez 1 degré, ce degré il est ensuite découpé en 60 minutes. Donc vous avez 360 degrés en tout et chacun de ces degrés est découpé en 60 minutes. Et bien une de ces minutes là, si vous regardez la distance de l'arc qui est créé par cette minute, et ben vous trouvez donc ce qui a été par convention décrété comme étant la dimension d'un mille marin. Vous trouvez 1852 mètres
environ, hein, parce que ça dépend d'où est-ce qu'on se place sur le globe. Mais donc c'est pour ça que cette distance est surtout utilisée en navigation. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas pris 1 km, on a pris donc 1852 mètres, puisque c'est la taille d'une mesure ici d'une minute. Alors, quand vous avez une carte, ce qui est pratique, c'est que votre minute, vous pouvez l'avoir directement sur votre mille marin, vous pouvez l'avoir directement en regardant le repère de la carte. Donc, comme, si vous regardez cette carte ici qu'on étudiera après, alors je vous ai pas demandé de l'imprimer parce que de toute façon, si vous l'imprimez, ce sera sans doute trop petit pour travailler dessus. Moi, j'avais l'intention de vous l'imprimer en format A4 pour que vous ayez la place, mais bon, tant pis. Donc, si vous regardez sur le côté, là, vous voyez par exemple qu'ici, on est au 47e degré, 20e minute. Donc, là, vous avez donc ça. Et si vous regardez un peu plus bas, donc là, en fait, l'origine de la carte ici, donc c'est le 47e degré, euh, 15,4 minutes nord. Donc, donc là, vous avez même pas 1 degré, hein. Mais donc, vous avez ici, à chaque fois, 1 minute, en fait. Donc, cette dimension là, ce sera la taille d'un mille marin. Donc, vous avez 1852 mètres ici, sur le bord, à chaque fois, pour chacune des minutes ici, représentées sur la carte. Donc c'est assez pratique puisque avec un compas, vous avez juste à prendre cette distance-là et vous êtes sûr d'avoir un mille marin. Alors on prend ça sur l'axe des ordonnées ici sur la carte, puisque si on prend ça sur l'axe des abscisses, forcément comme la Terre, si vous prenez les parallèles autour de la Terre, ils n'ont pas tous la même dimension, puisque l'équateur, c'est le parallèle le plus grand, et ensuite plus vous vous rapprochez des pôles, plus vous avez des parallèles petits. Donc forcément, la taille des minutes ici, c'est forcément plus petit, étant donné qu'on est, bon là on est à Belle-Île, donc on n'est pas à l'équateur, hein, loin de là. Donc vous avez des minutes qui sont plus petites. Donc cette distance-là, c'est plus petit qu'un mille marin, hein. Les mille marins, il faut absolument prendre sur les méridiens ici, donc en ordonnée. Alors, ce mille marin, donc c'est une unité de distance, mais donc on va avoir aussi le nœud marin, qui lui sera plutôt une unité de vitesse, et un nœud, ça correspond à 1 000 par heure. Donc quand vous avez un bateau qui se dirige à la vitesse de 8 nœuds, ça veut dire qu'il fait 8000 en 1 heure. C'est bon? J'ai été assez clair là sur ce nœud et ce mille marin. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Bon, je suis pas expert en navigation, mais ok. Et donc la deuxième question que je voulais vous poser, c'était comment prend-on un cap en navigation? Donc le cap en navigation, ça donne la direction. Donc quand vous vous dirigez à un cap de 20 degrés nord par exemple, ça veut dire que donc il faut prendre la direction du nord. Donc par exemple vous êtes ici, et si vous voulez donc aller à un cap de 10 degrés nord, ça veut dire qu'il faut que vous preniez un angle de 10 degrés ici, et donc vous allez dans cette direction là. Donc là vous êtes à un cap de 10 degrés nord. Et ça marche comme ça pour tout le tour, hein. Si vous êtes à un cap de 90 degrés nord par exemple, ça veut dire que vous allez par là, puisque là vous avez un angle de 90 degrés, et donc vous pouvez faire le tour jusqu'à 360 degrés. Donc voilà pour ce que signifie prendre un cap en navigation. Mais donc il y a tout un tas d'outils qui permettent de le faire facilement sur une carte. Donc, en particulier la règle CRA,
Donc je comptais vous l'imprimer pour que vous le fassiez vous-même sur la carte. Et je vous montre juste à quoi ça ressemble. Mince, je ne l'ai plus ici. Hop. Voilà, c'est des règles comme ça. Hop. Et en fait, en posant le stylo en fait sur un point et en faisant glisser la règle, bah, vous pouvez prendre le cap que vous voulez en faisant glisser la règle et c'est quand même assez pratique. C'est plus pratique finalement qu'un rapporteur dans ce cas-là, mais avec un rapporteur ça marche aussi. Donc on fera sans, mais c'est pas grave. Hop. Alors donc on en arrive à notre activité. Donc que je vais surtout faire moi, hein. Je vais pas vous poser beaucoup de questions parce que c'est un petit peu dur de compléter la carte en écrivant sur le chat. Mais donc voici un extrait d'une carte marine à proximité de Belle-Île-en-Mer. Donc un voilier se déplace sur l'eau au cap 35 degrés. Donc cela signifie qu'il se dirige dans une direction qui forme un angle de 35 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre avec le nord. Et il avance à la vitesse de 1 nœud. Alors le voilier est situé en A. Donc là sur ma carte, j'ai placé un point A ici. Donc comme il se déplace à la vitesse de 1 nœud au cap 35 degrés, donc la question que je voulais vous demander, c'était donc à l'aide du rapporteur et du compas, déterminer sur la carte le point A' où il se trouvera au bout d'une heure. Donc s'il est au point A, donc il se déplace avec un angle de 35 degrés avec le nord, donc il suffit de mesurer, sachant que alors, s'il se déplace à la vitesse d'un nœud, bah, ça veut dire que dans une heure, il aura parcouru 1 mille. Donc là, je vais prendre en fait la distance d'un mille, donc par exemple d'ici à ici. Alors ce que vous auriez pu faire très facilement à l'aide de GeoGebra, mais là sur enfin, vous auriez pu le faire très facilement à l'aide d'un compas, pardon, mais là sur GeoGebra, donc je vais pouvoir utiliser cette distance, bon, je vais l'appeler 1000, donc ça c'est 1000, et je vais pouvoir la reporter au niveau de mon A. Alors mon A, je sais que donc il faut que je prenne la verticale ici et que je crée un angle de 35 degrés pour avoir le bon cap. Juste donc je prends la verticale. Donc là j'ai mon cap nord et donc il faut que je fasse ma deuxième droite. Demi-droite. Hop. Et donc je vais faire un angle de 35 degrés. Donc là je suis à 35,34 pour l'instant. Je bouge un petit peu mon point W là pour avoir quelque chose de mieux. Bon, c'est pas très grave si j'ai pas pile 35 degrés. Bon, on se contentera de 35,01. Mais donc avec un compas ensuite, si je veux avoir une distance, donc je sais que j'ai été dans cette direction là, mais donc il me faut une distance de 1000 puisque j'ai parcouru 1000 en une heure, enfin le voilier a parcouru 1000 en une heure, donc je peux prendre un compas pour tracer un cercle, donc de centre A et de rayon bah, notre 1000, hop, et je sais que au bout d'une heure, bah, je me retrouve ici, au point Z. Ah oui, il fallait l'appeler A'. Hop. Donc voilà mon A' où je me trouve au bout d'une heure. Bon, c'était une petite question juste pour appliquer ça. Donc j'espère que tout le monde a compris le principe. Alors question B, s'il était situé en C,
toujours au bout d'une heure, en quel point C' serait-il arrivé? Et bien là, même principe, sauf que cette fois-ci, on est au point C. Donc, je refais donc mon cap de 35 degrés là, en partant du point C. Avec mon angle. Hop. 35,03, tant pis. Mais donc, je refais mon cercle pour savoir où est-ce que je serai dans une heure. Hop. Et on obtient donc le point C' ici. Donc je sais que si j'étais au point C, enfin si le voilier était au point C, donc au bout d'une heure au cap 35 degrés, on se retrouverait ici. Alors question petit c, et là vous allez pouvoir me répondre. Donc s'il se trouve en un point quelconque de la demi-droite AC, précisez sur quelle demi-droite il se trouvera au bout d'une heure. Donc si je suis sur la demi-droite AC ici, au bout d'une heure, il va se retrouver où en fait? Notre voilier. Est-ce que la question est claire ou pas? Dans la zone où les cercles se croisent, non. Alors les cercles, en fait, ils m'ont juste servi à prendre la distance de 1 mille ici. Ça servait à avoir la bonne distance entre le point A et le point A', c'est tout. Donc je peux même les enlever parce qu'ils ne servent plus à rien ici. Alors par exemple, si je m'étais retrouvé, enfin si mon voilier était parti d'ici, bah, je me serais retrouvé au bout d'une heure au cap 35 degrés, je me serais retrouvé quelque part par là. Hein. Même direction, même distance, donc je me retrouverais quelque part par ici. Bon, si j'avais eu mon voilier ici, bah, au bout d'une heure, il se retrouverait quelque part par là. Bon, par contre, si j'étais là, au bout d'une heure, je me retrouve quelque part par ici. Bon, bah, au final, si je suis à un point n'importe où sur la droite ici, enfin si mon voilier est sur un point quelconque de la droite, enfin de la demi-droite, ben, je vais me retrouver sur quelle demi-droite au bout d'une heure? Vous voyez pas une demi-droite qui apparaît là avec mes points de destination là? Voilà, on se retrouve sur la demi-droite A', C'. Donc, bon, mes points, moi, c'était du vite fait. Hein. Mais donc finalement, notre déplacement là, donc il envoyait le point A sur le point A'. Si je partais du point C, je me retrouvais sur le point C'. Et en fait, bah, si je prends n'importe quel point sur cette demi-droite, bah, l'arrivée, ça va être quelque part sur la demi-droite A', C'. Euh, c'est bon pour tout le monde? Hein, le déplacement, c'est la même direction, même distance à chaque fois entre les points. Donc on retrouve, enfin cette demi-droite en fait, elle est envoyée vers cette demi-droite là. Alors on en arrive aux questions un petit peu plus dures.
puisque là on savait d'où on partait. Mais pour la question 2, le voilier ne sait pas où il se trouve et il voit la balise notée B. Alors je vais enlever quelques... J'ai enlevé tout ça. On n'a plus besoin ici. Hop. Alors, mince. Donc, le voilier ne sait pas où il se trouve et il voit la balise notée B. Donc, il y a une balise ici qui est à la vue du voilier. Le commandant du navire fait un premier relevé d'angle avec sa règle CRA. Il trouve que l'angle entre le nord et la balise est de 80 degrés. Donc, représenter la demi-droite sur laquelle se trouve le voilier. Et bien, le voilier, il est quelque part et il sait qu'il voit la balise B à un angle de 80 degrés. Donc est-ce que... Ouais, non, vous n'allez pas pouvoir me répondre par le chat. Enfin, ce sera un petit peu trop compliqué de vous demander les coordonnées de... Mince, j'ai fait bouger quelque chose. Ouais. Ce sera un peu trop compliqué de vous demander les coordonnées pour trouver où est le point B. Mais donc, je suis en un point, quelque part. Et je sais que donc ma balise B, je la vois avec un angle de 80 degrés. Là. Donc si je fais... Hop, je sais que là, je suis censé avoir un angle de 80 degrés. Donc bah, finalement... Donc mon voilier, c'est possible qu'il soit là, mais il peut être aussi quelque part par là. Hein. Du moment que la balise B, on a un angle de 80 degrés, c'est une possibilité. Donc on sait que le voilier, il peut être soit là, il peut être là par exemple, bon il peut être plus loin, hein. Il peut être par là aussi. Mais donc on voit qu'il y a une demi-droite qui apparaît pour toutes les positions possibles par rapport à la balise. Donc c'est tous les points entre le point B et donc dans cette direction-là. Donc finalement si on est au cap 4, si on voit que la balise B est au cap 80 degrés, ça veut dire que notre point W, à partir de la balise B, il est à quel cap là? C'est quoi l'angle que doit faire le voilier avec le point B? Bon, je pense que j'aurai pas de réponse. Hein. Mais donc si j'ai mon voilier, bon c'était W tout à l'heure, alors je vais remettre W, mais qui voit la balise B avec donc entre le nord et ici, on a un angle de 80 degrés. Ça veut dire que pour la balise B par rapport au nord, bah, le voilier, donc qui est ici, le voilier il est à un angle de combien là? Ah bah 80 degrés c'est donné par l'énoncé. Hein. On ne sait pas où est le voilier, mais on sait qu'il voit la balise B au cap 80 degrés.
Alors c'est quoi l'angle qu'on a ici? Ouais, c'est ça, 240, ça marche. Une autre façon de le voir, c'est de se dire que bah, là, on a 110 degrés par exemple, hein, puisque il faut se repérer aussi par rapport aux 90 degrés. Hein. Je peux pas le mettre là. Mais donc là, il faut 10 degrés plus bas pour avoir un angle de 110 degrés ici. Et donc, bah, ce qui reste effectivement. Attendez. Ah bah non, 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 c'est pas 240. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est 250 plutôt. Hein, puisqu'il faut qu'en tout, ça fasse 360 degrés. Donc ça fera un angle de 250 degrés ici. Donc là. Donc je sais que mon voilier, il est quelque part sur la demi-droite ici, qui forme un angle de 250 degrés en partant du point B. Et quand on se met ici, bah, on a bien un angle de 80 degrés entre le nord et le cap qui permet d'aller à la balise B. Donc notre voilier, a priori, il est quelque part sur cette demi-droite, qui forme un angle de 250 degrés ici avec la balise B. Mais ça va pas permettre ça de déterminer la position précise du voilier. Hein, là, on a une infinité de positions possibles. Alors, tracer la demi-droite sur laquelle il se trouvera au bout d'une heure. Alors, même chose, il se déplace toujours au cap 35 degrés à la vitesse de 1 nœud. Et bien, comme on l'a vu dans la question 1A, il suffit finalement de prendre deux points de la demi-droite pour déterminer la deuxième demi-droite. Voilà par exemple, donc je fais ma... euh, donc même chose que tout à l'heure. Bon, je vais prendre mon point B ici et mon point Z là pour avoir la bonne demi-droite. Bon, il faut que je refasse mes angles encore une fois. Donc 35 degrés toujours. Bon, c'est de l'à peu près, c'est pas grave. Et même chose en partant de mon point Z qui est ici. Hop. Donc j'ai mes directions. Et maintenant, bah, je reprends ma distance 2000 pour avoir ma vitesse de 1 nœud. Hop. Donc, je sais que si j'étais au point Z, au bout d'une heure, je me retrouverais ici. Et si j'étais au point B, au bout d'une heure, je me retrouverais là. Donc, si le voilier est quelque part sur la droite BZ, bah, au bout d'une heure, il se retrouve sur la droite F1, sur la demi-droite F1, C1 qui est ici. Donc au bout d'une heure, il est sur cette demi-droite là. Je vais mettre une autre couleur. Hop. Voilà. Et donc là, on va pouvoir faire un deuxième relevé. Donc au bout d'une heure, il refait son relevé d'angle avec la balise B et il va trouver cette fois-ci 110 degrés. Alors si il se retrouve avec à avoir la balise B avec un angle de 110 degrés, donc là,
la balise B, on la voit avec un angle de 110 degrés. La même chose que tout à l'heure, par rapport à la balise B, ça veut dire qu'on a un angle de combien ici? Alors, quelqu'un a la valeur ou pas? Pourquoi j'ai mis que c'était 110 degrés moi tout à l'heure? Ah bah je me suis trompé en fait. C'était 100 degrés là, donc c'était 260 degrés en fait tout à l'heure. Ouais, ouais c'était 260 degrés en fait. Donc il faut que je bouge mon point Z. Bon, c'est pas très grave ici. Hop. Voilà, je suis plutôt quelque part sur cette demi-droite là. Il faut que je remette tous mes angles à 35 degrés ici. Alors, j'ai combien ici si je veux avoir 110 degrés là? Il n'y a que 100 degrés ici? Ah, ça fait pas beaucoup. Donc, si on a 110 degrés là, ça veut dire que on a 20 degrés de plus ici que l'horizontale là. Ça veut dire qu'ici, donc il faut qu'on ait 70 degrés, hein, puisque là ça veut dire qu'on est à 20 degrés de plus. Donc si on est à 70 degrés ici, pour que ça fasse bien 360 pour le tour, ça veut dire qu'il faut qu'on ait 290 degrés ici. Bref. Donc je fais mon angle de 290 degrés. Bon, ça se chevauche un petit peu, mais tant pis. Et donc comme on voit la balise avec cet angle-là, bah, ça veut dire que notre voilier, il est quelque part sur cette demi-droite-là. Je vais la mettre en rose. Hop. Mais donc, comme au bout d'une heure, on sait que il voit la balise avec un angle de 110 degrés, donc il est sur cette demi-droite-là. Mais on savait aussi qu'avant, il était sur cette demi-droite, mais qu'en se déplaçant au bout d'une heure, il se retrouve maintenant sur cette demi-droite-là. Bah, en croisant les informations, on en déduit bah, qu'il est positionné ici, notre voilier. Donc en fait, pour, euh, pour, se, pour se situer en mer, bah, comme on a, il faut absolument un point de repère quand même quelque part, mais on n'a pas le choix, hein. Comme on ne peut pas apprécier les distances de manière suffisante, a priori, et ben le moyen de la chose qu'on est obligé de faire pour se situer, bah, c'est de se déplacer. On est obligé de se déplacer et de voir la différence, le changement des angles au fur et à mesure. Alors ça va être facilité en fait avec la notion en maths de vecteur. Donc les vecteurs, ça va symboliser un déplacement, puisqu'en fait, à chaque fois, le déplacement était le même. Peu importe où on se situait. Par exemple, le point Z, il était envoyé là sur le point C1. Le point B, il était envoyé sur le point F1 ici. Et c'était la même chose pour notre point A qui était envoyé vers A' et notre point C qui était envoyé vers C'. On avait finalement toujours la même chose qui se passait.
Et donc en mathématiques, on va faire ça par l'intermédiaire des vecteurs. Alors je sais plus où c'est. Voilà, vecteur. Ici, notre vecteur, qu'on appellera le vecteur z, c1, donc, il va symboliser le déplacement qui permet d'aller de z vers c1. Donc euh, pour caractériser ce déplacement, donc il faut indiquer la direction, le sens et la longueur. Mais ce, euh, ce vecteur-là, on va pouvoir le reproduire par l'intermédiaire d'un représentant. Donc si je suis sur le point A, bah, je me retrouve au point A', et en fait notre déplacement est le même. Donc le vecteur qui est ici, il est égal au vecteur qui est ici. Même chose pour le point C, et même chose pour n'importe quel point en fait. Il suffit de reproduire notre vecteur avec la même direction, le même sens et la même longueur pour pouvoir déterminer tranquillement, enfin assez facilement, là où on est. Sachant que on a du parallélisme qui, euh, qui intervient. Euh, alors, je regarde juste l'heure. Ouais, on va juste avoir le temps de regarder le cours rapidement. Alors, le bilan d'abord. Oula, non, c'est pas ça. Donc, activité 1, recopier pas le deuxième pour l'instant. Donc, pour se repérer en mer, il est impératif de se déplacer et l'étude de ces déplacements est facilitée par la notion de vecteur. Vous rajouterez un E ici. Hop. Alors bon, le cours, on le fera la prochaine fois, mais juste, je vais vous expliquer quelques notations pour que ce soit un peu plus frais la prochaine fois qu'on reprendra ça. Donc juste par exemple, donc si vous observez le déplacement qui permet d'aller du point A vers le point B, donc vous allez créer un vecteur qui s'appelle le vecteur AB et qui se note comme ça, donc AB avec une flèche au-dessus. Et donc si vous voulez recréer le même déplacement à partir d'un point C, et ben vous le faites alors, en créant un parallélogramme, pourquoi pas. Mais donc c'est toujours le même vecteur AB et vous avez l'image du point C par le vecteur AB qui serait par exemple C', sachant que quand vous faites ça, donc ça va créer des parallélogrammes en fait. Donc on a tout un tas de propriétés qui permettent, donc quand vous savez que vous avez des vecteurs, bah, ça peut permettre de prouver qu'on a un parallélogramme. Bon, on reverra
ce genre de choses dans les exercices et dans le cours surtout. Mais donc voilà pour cette notion de vecteur. Donc on commencera la prochaine fois par le cours là-dessus euh, et on fera des exercices dessus ensuite. Donc si vous n'avez pas trop compris l'histoire de direction, de cap, etc. Dans l'activité, c'est pas très grave, hein, c'est pas le principal. Finalement, il y a très peu à retenir en fait. Juste cette idée de déplacement qui est toujours le même et qui peut être visualisé donc avec ce vecteur. Donc on va s'arrêter là. Donc n'oubliez pas le devoir maison pour la prochaine fois. Me le rendez pas trop tard, hein. C'est la séance qui est à 14 h là, c'est le dernier délai pour me rendre votre devoir maison, hein. Parce qu'il faut que je les corrige très rapidement vu que vous avez votre conseil de classe enfin, très rapidement après. Donc je ne pourrais pas accepter de retard cette fois-ci. Voilà, bon après-midi.